Une des grandes beautés de l'approche modulaire réside dans sa capacité à produire des comportements complexes à partir d'éléments très simples. Le module nommé Sample and Hold, échantillonneur bloqueur en français, en est une illustration étonnante et méconnue. Bienvenue dans ce troisième épisode du Facteur X. Bonjour à tous, le Facteur X est une émission qui a pour but de vous faire découvrir des techniques, des astuces ou des outils inspirants. Aujourd'hui, dans le Facteur X, on va se pencher sur le Sample and Hold, un des outils historiques des synthétiseurs modulaires. On va découvrir ensemble comment l'utiliser en contexte de composition. Vous pourrez reproduire tous les exemples facilement dans votre séquenceur favori, car je m'appuierai principalement sur la version plugin du synthé modulaire virtuel de Reaktor de Native Instruments, les Blocks. Il y a beaucoup de systèmes virtuels qui ont fait leur apparition ces dernières années, VC Vera, Softube Modular, Voltage Modular et d'autres. Ils ont l'énorme avantage de proposer l'écosystème créatif qui fait la force du modulaire à moindre coût. Personnellement, Reaktor Blocks me plaît car son ergonomie visuelle est bien adaptée au travail sur ordinateur, sa qualité sonore est excellente et la communauté utilisateur très vivante. De plus, il est inclus dans la complete de Native Instruments, il y a donc de fortes chances que vous l'ayez déjà. Si ce n'est pas le cas, sachez que Reaktor Player, qui est totalement gratuit, propose déjà les Blocks Base, un ensemble d'une vingtaine de modules sur lesquels je vais m'appuyer presque exclusivement aujourd'hui. N'ayez pas peur si vous n'avez jamais touché au modulaire, on va aujourd'hui s'en servir exclusivement pour générer des mélodies et non pas produire du son. Les notes pourront être jouées par n'importe quel instrument virtuel dans votre séquenceur. Et comme d'habitude, vous trouverez dans la description un lien permettant de télécharger tous les patchs afin que vous puissiez facilement les analyser et reproduire toutes ces expériences chez vous. Je vous invite à rester jusqu'au bout car j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Je vous propose ce graphique pour essayer de bien comprendre ce que fait le Sample and Hold. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Pour fonctionner, le Sample and Hold a besoin de deux choses en entrée. Il va avoir besoin d'un signal, quel qu'il soit. Ici, c'est le signal qui est en gris, qui a une forme vaguement sinusoïdale, qu'on peut suivre comme ça. Et la deuxième chose dont il va avoir besoin, dans sa deuxième entrée, c'est des signaux de gate, des impulsions si vous préférez, qui vont donner l'ordre à notre échantillonneur bloqueur, précisément de capturer la valeur actuelle, comme ici. On a reçu un gate, la valeur actuelle est capturée, et tout simplement de la maintenir jusqu'au prochain ordre de capture, en l'occurrence un signal gate ou parfois un signal trig, mais dans ce cas-là, ça ne fait pas vraiment de différence. À quoi va nous servir le signal qu'on a obtenu en sortie d'un Sample and Hold ? En vérité, on peut en faire plein de choses, c'est un modulateur universel. Très souvent, on l'utilisera pour aller moduler la fréquence d'un filtre ou la hauteur d'un oscillateur, mais on peut très bien l'utiliser pour contrôler la position de la tête de lecture à l'intérieur d'un échantillon, pourvu qu'on l'ait branché sur un sampler. Vraiment, tout est possible, c'est un modulateur universel comme les enveloppes, les LFO. Sa caractéristique, c'est qu'il fait des paliers qui peuvent être plus ou moins aléatoires en fonction du signal que l'on va injecté dans son entrée. Alors je voudrais ici vous montrer comment il s'intègre habituellement dans des synthétiseurs modernes. En l'occurrence, c'est Wavetable à l'intérieur de Live, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre synthé moderne, d'Arturia, de Native Instruments, on le retrouverait plus ou moins sous la même forme. On va souvent voir que dans la partie LFO des synthétiseurs logiciels modernes, on a plusieurs formes d'ondes, et on trouvera souvent cette forme-là, qui correspond à des paliers aléatoires, qui n'est pas sans rappeler la figure qu'on a vue sur le graphique précédemment. Donc si je clique dessus, je vois que je me retrouve avec ce principe d'escalier ici. Je vais pouvoir modifier le rate, c'est-à-dire à quel intervalle les signaux de gate sont envoyés pour aller prélever des valeurs. Maintenant, quel est le signal d'entrée qui est utilisé ici ? Eh bien, par défaut, dans les synthétiseurs logiciels, c'est du noise, c'est-à-dire une onde aléatoire. C'est pour ça qu'on ne note pas de régularité dans les paliers. Si j'affecte mon LFO1 ici à la hauteur de la note, je vais aller ici sur mon LFO1 et je vais aller contrôler le pitch, par exemple, de mes oscillateurs. Maintenant, si je joue une note, alors on va commencer par reproduire dans Reaktor Blocks ce comportement très basique où on a donc un générateur de bruit et des paliers qui sont extraits de notre signal.
j'ai une piste MIDI vide ici sur laquelle je vais aller chercher Reaktor. Reaktor est dans mes plugins. Je vous conseille d'utiliser la version VST car on aura besoin d'envoyer du MIDI vers d'autres pistes. Vous comprendrez plus tard, mais si vous êtes sur Mac et que vous avez le choix entre les deux, prenez la version VST. Donc je glisse Reaktor sur ma piste, et sur l'écran d'accueil, je me vois proposer, comme d'habitude, la possibilité de jouer des instruments prédéfinis, de patcher en mode modulaire, ou de construire mes instruments en partant du bas niveau. Je vais partir en mode patch, pour travailler dans le mode rack, le nouveau format de fichier de Reaktor, où je vais pouvoir stocker mes combinaisons de blocks, mes configurations de synthé modulaire. Par défaut, j'ai quelques utilitaires. Alors, j'ai pas besoin de note in, puisque je ne vais pas jouer de notes sur le clavier. J'ai pas besoin du level, parce qu'en fait, on ne va pas produire de son à l'intérieur de Reaktor. On va uniquement produire des ordres, des notes MIDI. En revanche, je vais garder ma clock, parce que je vais en avoir besoin pour envoyer des gates précisément à mon sample and hold. Alors, je vais aller chercher les modules dont j'ai besoin. Pour aller les chercher, il y a toujours plusieurs possibilités dans Reaktor. Je peux aller dans la library ici. J'ai Bloxbase, ceux qui sont gratuits, Bloxprimes, qui sont payants et développés par Native Instruments. Et moi, j'en ai installé d'autres, ceux qui sont gratuits, de EuroReact, pour aller jeter un œil sur Internet. Et aussi un pack gratuit de Toybox ici. Première technique que je voudrais vous montrer, c'est tout simplement comment reproduire l'effet R2D2, c'est-à-dire des paliers aléatoires sur le pitch d'un oscillateur, ou en l'occurrence d'un sample. Donc pour construire ce patch, je vais avoir besoin de mon sample and hold. Je peux aller le chercher ici, il est dans la bento box, le pack gratuit que vous pouvez télécharger avec Reaktor Player. Et donc il est ici, sample and hold, et je vais le glisser. Alternativement, j'aurais pu faire Enter, commencer à taper sample, et vous voyez qu'il apparaît ici en tête de liste. Et là, je peux faire Enter pour le charger, c'est la même chose. Et une fois qu'on connaît les blocs, on a plutôt tendance à faire ça, parce que ça va plus vite que d'aller chercher dans la multitude de dossiers qu'on a ici à gauche. D'ailleurs, pour le moment, je vais masquer la bibliothèque. Comme d'habitude dans Blocks, les entrées sont à gauche et les sorties sont à droite. Si on regarde au niveau des entrées, on voit qu'on a l'entrée IN, c'est elle qui va accueillir le signal qui sera destiné à être échantillonné. Il sera échantillonné à chaque fois qu'on aura un signal gate qui rentrera précisément dans notre entrée gate. Pour faire l'exemple traditionnel de mélodie aléatoire, je vais aller chercher un bruit blanc. Donc j'ai un petit bloc ici qui me produit différents types de bruits, du bruit blanc, du bruit rose, etc. Je vais prendre du bruit blanc, je vais le brancher ici dans IN, et ensuite il faut que j'ai du gate qui rentre. Alors ma source de gate, ça va être ici l'horloge, la clock, qui est à la double croche, 16th en anglais. Donc là je prends la sortie gate, que je vais relier ici. Pour le moment, il ne se passe rien, puisque l'horloge n'est pas en lecture. Là, elle est asservie au transport de live, à la lecture dans live. Donc, si je fais play dans live, eh bien, ça devrait lancer la génération. Donc, si on regarde un petit peu ici, on voit qu'on a une valeur qui se déplace. Mais on a une façon un petit peu plus confortable de la visualiser, c'est d'aller chercher un oscilloscope. Alors, il y en a un qui s'appelle Scope, dans les utilitaires. Et je vais aller prendre la sortie de mon sample and hold et je vais la visualiser. Là, je vais le mettre en mode free. Voilà. Et je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais dézoomer. Voilà, donc là, on a vraiment notre exemple traditionnel de palier aléatoire. J'ai envoyé du bruit blanc. J'envoie du gate à un intervalle de double croche. Et ça me donne ça en sortie. Des très très grandes variations de valeurs. Alors en fait, ici j'ai mis du noise, mais c'était pas vraiment nécessaire, puisqu'en fait, c'est tellement courant de mettre du noise en entrée d'un sample and hold qu'il y a un générateur de bruit qui est intégré à l'intérieur du module sample and hold et qui fera exactement la même chose. Je peux donc supprimer le module pure noise ici, et vous voyez que ce potentiomètre ici, il définit une position entre in, c'est-à-dire le signal qui rentre ici, et noise, c'est-à-dire son générateur de bruit interne. Donc je vais le mettre en position noise, et vous allez voir que le résultat est strictement identique. Alors maintenant, comment faire pour brancher la sortie de ce sample and hold sur un synthétiseur ou un sampler sur une autre piste de mon projet dans mon séquenceur? Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un petit module qui est très pratique, qui s'appelle MIDI Out. Donc je commence à taper MIDI, il est dans Bloxbase, utile.
L'idée de MIDI Out, c'est que c'est une sorte de convertisseur virtuel entre des signaux CV Gate et des signaux MIDI. C'est-à-dire qu'il va nous transformer nos signaux CV Gate de synthétiseurs modulaires virtuels en signaux MIDI. Ça permettra de les sortir de la piste pour les récupérer sur une autre piste où je vais récupérer la génération de notes. Donc je vais prendre la sortie de mon sample and hold ici, je vais la rentrer en pitch, puisque je veux utiliser mon sample and hold pour transmettre des informations de hauteur. Et ensuite, il faut que j'ai le gate, car c'est le gate qui permettra de déclencher l'envoi des notes MIDI. Donc je vais récupérer le gate ici depuis la sortie gate de ma clock, c'est-à-dire exactement la même source. Donc là je fais play, et on voit l'équivalent en notes MIDI qui correspond à nos paliers ici. Alors je vais aller affecter ça à un instrument. Commande Alt P, je masque ma fenêtre de plugin, et je vais utiliser la piste à côté, une piste avec Simpler, un simple sampler de live. Et dans le champ MIDI From ici, je vais aller sélectionner ma première piste, qui s'appelle Sample and Hold, S et H. Et là, j'ai trois choix, pré-FX, post-FX. C'est pas ce qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse, c'est Reactor 6. Et là, si j'avais mis la version Audio Unit, je n'aurais pas eu Reactor 6 et j'aurais pas pu faire ce routing. C'est pour ça que la version VST est importante ici. Et maintenant, si je fais play et que je mets ma piste en solo avec l'autre, alors juste, on va se mettre un petit MIDI Monitor pour voir ce qui rentre. MIDI Monitor, c'est un petit utilitaire qu'on a dans Live 11, il existait déjà avant. Il nous permet de visualiser les notes MIDI qui sont reçues. Donc là, voilà, je peux voir ici les notes qui sont reçues. Et évidemment, elles correspondent exactement à celles qui sont envoyées ici depuis MIDI Out. On va souvent se servir de ce qu'on appelle en synthèse modulaire un CV processor, un processeur de CV, de manière à mettre notre signal à l'échelle. Alors je vais commencer à taper son nom, CV processor, voilà. Et donc le CV processor, c'est assez simple, son principe. Alors, je vais enlever la connexion ici, je vais le mettre lui entre deux. Je récupère le signal ici, je défais la connexion vers le MIDI Out, puisque je vais la faire après mon CV processor. Je vais visualiser aussi le signal en sortie de mon CV processor ici. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait notre CV processor? Il va mettre notre signal à l'échelle. On a ici ce qu'on appelle un atténuverteur en synthèse modulaire, c'est-à-dire qu'on peut régler l'amplitude du signal. Vous voyez que l'ampleur des valeurs est plus ou moins importante. On a d'autres fonctions de rectification, on ne va pas en avoir besoin ici. Par contre, on a un paramètre de offset qui, lui, va nous permettre de décaler toute la plage de modulation qu'on a définie avec level. Par exemple, on a défini une plage de modulation qui est comme ça, c'est-à-dire la différence entre la valeur minimale et la valeur maximale. Et avec offset, on va pouvoir décaler toute cette valeur, soit vers l'aigu, soit vers le grave, puisque ici, je travaille avec des hauteurs. Donc je vais essayer d'amener mon signal dans un endroit mélodique où ça a du sens. Donc je vais monter le offset. Pour le moment, mon sample on hold est bipolaire, c'est-à-dire qu'il peut émettre des valeurs de voltage virtuel négatifs et positifs. Pour rester dans un registre aigu, je vais plutôt le mettre en unipolaire uniquement, de manière à ce qu'il mette uniquement des valeurs positives. Et ici, je peux modifier l'affichage de mon scope aussi pour n'afficher que des valeurs unipolaires. Donc voilà, là on a vraiment reproduit l'effet basique tel qu'on le trouve dans la plupart des synthés virtuels, mais notre voyage avec le sample on hold ne s'arrête pas là, loin s'en faut. Alors pour le moment, ma séquence n'est pas très agréable à écouter, je voudrais bien mettre tout dans la même gamme avec une sélection de notes. En synthèse modulaire, on a ce qu'on appelle des quantifiers, donc des quantificateurs. On connaît la quantification pour le rythme, mais on l'a également pour les hauteurs. Donc là, je vais aller le chercher. Et donc, il se trouve ici dans les blocks primes, celui-ci fait partie des payants, mais vous pouvez quand même l'utiliser pendant 30 minutes avant qu'il ne se coupe, donc n'hésitez pas. Il s'appelle donc le Digilog Quantizer, et on a une représentation du clavier ici, où en fait les notes grisées sont celles qu'on va autoriser, celles qu'on va laisser passer. Par défaut, il y a les 12 demi-tons de la gamme, mais je vais faire une sélection un petit peu différente. Je vais couper la connexion vers MIDI Out. Je vais couper aussi celle-ci vers le scope. Je vais me débarrasser du scope pour le moment, j'en ai plus besoin.
je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Et donc je vais mettre mon quantizer dans la chaîne avant de partir dans MIDI out. Donc je récupère le signal en sortie de CV Processor, je l'envoie dans In, et le out ici, je l'envoie dans Pitch, et je vais faire une gamme un petit peu originale avec des trous dedans peut-être. Voilà, quelque chose d'un petit peu mystérieux, Do, Ré, Mi bémol, Sol, La bémol, Si bécard. Voilà, c'est déjà plus agréable à écouter. J'ai créé une petite partie de batterie avec une grosse caisse accordée en Do, donc on va pouvoir entendre un peu la relation avec la fondamentale. Alors en fait, une fois que j'ai mis le quantizer, j'ai plus vraiment besoin du CV Processor, parce que si vous regardez bien, on va retrouver ici un level et un offset qui correspondent exactement aux mêmes fonctions que ceux qu'on a ici. Donc je vais pouvoir lui le supprimer, et je vais aller directement de mon sample and hold vers mon quantizer, et je vais refaire les paramètres avec level. Cette fois-ci, je n'ai pas la possibilité d'inverser la polarité, je n'ai que du positif, mais dans mon exemple, ça ne va pas me gêner, et j'ai le offset pour aller dans l'aigu. Donc je réinitialise pour que vous entendiez. Donc là, un très très grand éventail de valeurs, donc je diminue level, je monte offset, et je trouve une zone où ça a du sens mélodiquement. Alors comme je vous le disais, la plupart du temps on associe le sample and hold à des paliers totalement aléatoires. Effectivement, c'est une utilisation. Le simple problème musicalement, c'est que le pur aléatoire, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Musicalement, c'est pas toujours très intéressant. Et là, rien ne nous empêche, qu'on ne pouvait pas faire dans Wavetable, par exemple, c'est en entrée du sample and hold, plutôt que de mettre du noise, de mettre un bruit, donc une vibration totalement aléatoire, on va pouvoir mettre des ondes qui ont une forme de régularité. Et pour ça, on peut utiliser notamment des LFO. Donc ici, sur mon sample and hold, je ne vais plus utiliser le noise, mais je vais utiliser le in, c'est-à-dire la forme d'onde que je vais envoyer ici, dans l'entrée. Je vais aller chercher un LFO. Alors, il y a plusieurs LFO. Il y en a, alors là, j'en ai des additionnels que j'ai téléchargés, mais disons, il y en a un principal dans Blocksbase, qui est ici le Bento LFO, et il y en a un dans Primes qui s'appelle Rounds LFO. Je vais prendre le deuxième parce qu'il a le gros avantage de pouvoir se synchroniser au tempo de live. Par exemple, si je veux un LFO dont le cycle est sur une mesure, eh bien je vais pouvoir le faire, alors que l'autre, celui de la Bento Box, on ne peut définir sa fréquence qu'en Hertz. Et là, pour des applications musicales et une recherche de régularité, c'est plus intéressant de pouvoir le synchroniser. Donc je prends mon Rounds LFO, je vais le mettre à gauche de mon sample and hold. Encore une fois, la place importe peu, c'est juste pour que le câblage soit le plus propre possible. Et donc, je vais prendre la sortie du LFO, et je vais l'emmener dans le in ici. Pour synchroniser rounds sur le tempo, je vais appuyer ici 2 fois pour avoir host, c'est-à-dire que là, je suis synchronisé au logiciel hôte, et par défaut, le cycle va durer 2 mesures. Alors ce que je vous propose, c'est de recharger un petit oscilloscope pour voir ce qui se passe. Je prends la sortie du sample and hold avant la quantification, je rentre ici en in, unipolaire. Lui, je vais le passer aussi en unipolaire pour rester sur des valeurs assez aiguës. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez que mon onde triangulaire a été transformée en escalier grâce au sample and hold, ce qui fait que maintenant j'ai un mouvement mélodique qui est une succession d'ascension comme ça et de descente, ce qui est déjà un petit peu plus intéressant. Je me suis construit quelque part une espèce de pseudo-arpégiateur synchronisé sur le tempo de live, ce qui est déjà pas mal. Pour le moment, je travaille avec une onde triangulaire, mais bien sûr, je pourrais essayer avec d'autres formes d'ondes pour écouter le résultat. Je peux changer de forme d'onde ici en cliquant dans ce champ-là, donc la triangulaire. Je vais accélérer le cycle pour le mettre sur
une mesure. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, je passe sur une saw descendante, une onde anti-descendante. Intéressant aussi. Notez bien qu'à chaque fois ici, level et offset vont vraiment avoir une incidence sur la séquence mélodique. Donc on peut aller y toucher. Ouais, vous voyez que l'ambitus, là, il a été augmenté. Avec offset, je vais pouvoir la redescendre dans le grave. Et j'ai un bouton de transposition qui me permet aussi de bouger toute la séquence en demi-ton, auquel cas ça ne correspond plus aux notes qui sont écrites ici. Rien ne m'empêche, pour ajouter un petit peu de vie, un petit peu de complexité, de moduler l'onde de mon LFO. Une des possibilités qu'on a, qui est une des plus évidentes, la plus simple, c'est de moduler sa fréquence en utilisant un second LFO, lui-même synchronisé. Regardez. Je vais aller chercher un autre LFO de Rounds. Je vais le mettre à côté. Je vais mettre par exemple une onde carrée pour faire alterner mon second LFO entre deux vitesses. Là, il est à la mesure. Je vais faire quelque chose de peut-être une valeur plus rapide et une plus lente. Donc je passe ici avec mon onde carrée. Je prends le out. Alors, tout d'abord, je vais mettre en synchronisé et je vais lui dire, par exemple, tous les 2 temps. Tous les 2 temps, j'aimerais changer ici la fréquence. Donc, je vais aller dans l'entrée A. A et B sont des entrées de modulation. On peut aller moduler n'importe quel paramètre avec ces signaux d'entrée A et B. Il suffit de cliquer ici sur A, et maintenant je peux décider l'assignation. Bon, là, en l'occurrence, sur ce LFO, il n'y a pas 10 000 possibilités. Ça peut être que sur la fréquence. Et je définis l'ampleur de la variation avec ça. Je vais essayer quelque chose de moyen, et surtout, je vais écouter pour trouver quelque chose qui me plaît à l'oreille. Il n'y a pas de règle. Je vais mettre un cycle un petit peu plus long par défaut ici. Vous voyez que le profil est de plus en plus complexe. On peut rajouter des couches de modulation comme ça, voire même moduler avec plusieurs LFO simultanément, et avoir des résultats de plus en plus complexes. J'aurais pu aussi utiliser une forme d'onde triangulaire, par exemple, pour faire varier ici la fréquence de mon LFO qui sert d'entrée au sample and hold. Voilà, vous voyez que j'ai fait une pseudo-séquence ici qui dure 2 mesures. Bon, je dois vous avouer que, comme lors du premier épisode du Factor X, j'ai été vraiment gourmand sur la quantité de contenu. Je me cherche encore un petit peu sur le format, donc veuillez m'en excuser. J'ai préparé d'autres exemples qui sont assez chouettes, dans lesquels je vous montre comment ajouter de la variation rythmique à l'aide d'un clock divider, et ensuite avoir une approche polyphonique et polyrythmique en associant différents sample and hold avec différentes divisions d'horloge. Mais comme on est déjà à une demi-heure de vidéo, je vous propose de la retrouver sur SoHub dans l'espace Factor X, évidemment complètement gratuitement. Il va y avoir une vingtaine de minutes encore où on va aller un petit peu plus loin. Donc si vous êtes mordu modulaire, je vous invite à me rejoindre là-bas. Comme je vous le disais en introduction, les patchs de chaque étape ainsi que le projet Live 11 sont téléchargeables gratuitement sur SoHub. Vous trouverez le lien en description. Si cela vous a plu et que vous avez envie de vous plonger sereinement dans le modulaire, j'ai une surprise pour vous. Je vous ai créé un code promo de moins 30%, valable jusqu'au 31 mars 2021, sur mes 2 formations consacrées au sujet, l'une sur ActorBlocks et l'autre à l'Eurorack. Il suffit de rentrer le code MODULE sur la page de commande pour en profiter. Vous trouverez plus d'infos en cliquant sur les liens ci-dessous en description. Par ailleurs, une nouvelle formation consacrée aux techniques créatives avec Live 11 sort vendredi 19 mars sur SoHub, avec Tom Terrien, dont je vous ai déjà parlé. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur SoHub pour découvrir les extraits gratuits dès qu'ils seront disponibles. Voilà, le Factor X, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez contribuer à la faire vivre, merci de mettre un like, de la partager. Faites-moi part de vos remarques, impressions, suggestions en commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Audiofanzine si ce n'est pas déjà fait. Je
Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Factor X. D'ici là, portez-vous bien.